m'associer à la tradition et intervenir et dire ce que de droit. Mais avant, je voudrais relever quelque chose qui me paraît assez importante parce que je suis ici en ma qualité de Madame Reine Alapini Gansou, juge à la Cour pénale internationale, stricto sensu. Et donc, je ne représente pas la Cour pénale internationale, je n'en ai pas eu le mandat. Je ne représente pas encore moins Madame Bensouda. Je suis très mal placée pour la remplacer puisque nos charges sont différentes, quoique elle participe au même résultat. Donc voilà, je voulais relever cela. Merci de le dire, en tout cas on a pris note. Oui, mais aussi, Monsieur le Président, vous dire toutes mes félicitations parce que vous semblez passer inaperçu par rapport au dernier développement au niveau de l'Union africaine. Et vous veniez d'être élu juge à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter mes félicitations de vive voix. Je sais que vous méritez cela et que tout devrait se passer ainsi. Et donc, pour revenir à notre sujet commun de ce matin, je voudrais dire, honorable Monsieur le Président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Madame Ager, commissaire à la Commission internationale du droit, à la Commission du droit international de l'Union africaine, Monsieur Marc Menguené, que j'ai le plaisir de rencontrer ici à cette table. Monsieur le ministre, chers amis de longue date, mesdames et messieurs les invités, les participants, en vos rangs et qualités, je me permets d'intervenir en dernier lieu. Et ce que je redoute déjà, c'est qu'il y aura certainement de la répétition. Mais comme on le dit dans notre jargon, entre nous, la répétition est pédagogique. J'espère qu'en revenant sur certains sujets, ça ne nous ferait pas de mal. J'y reviendrai certainement. Donc, cette année 2018, et plus précisément le 18 juillet, les événements se succèdent et se recoupent autour du 20e anniversaire du statut de Rome. Et il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup de questionnements sur le passé, le présent et l'avenir de la Cour pénale internationale. Et donc, on a vu beaucoup de choses, de La Haye à Rome, en passant par Tokyo, jusqu'au siège des Nations Unies à New York, mais aussi dans bon nombre de capitales africaines. On a vu des choses qui ont été organisées à Dakar, à Banjul, à Kampala, au Bénin, mon pays que j'adore, et puis j'en passe, en Côte d'Ivoire, j'en passe. Et donc, c'est une heureuse coïncidence que ces événements aussi se couplent avec le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet acte qu'on ne peut plus contourner, cet acte unique et fondamental de toute lutte contre les violences, les violations des droits de l'homme et qui reste le socle sur lequel s'est bâti depuis le début du siècle dernier toute l'architecture des droits de l'homme et de la justice pénale internationale. Ces événements, disais-je, se recoupent, mais gardent chacun sa spécificité, en ce sens que chaque acteur qui intervient tire à bon escient la thématique qui lui paraît la mieux appropriée. La Cour pénale internationale a à bon droit lancé ces événements commémoratifs le 18 juillet 2018, plus précisément, autour d'une table ronde sur les sujets divers. Et je revois ici M. Mbaye, qui a été l'une des chevilles ouvrières de cet événement à Den Haag. Et le 7 novembre dernier, les acteurs se sont retrouvés aussi, de tous bords, se sont retrouvés à l'initiative de ces excellences, messieurs les ambassadeurs de France et du Sénégal, près les Pays-Bas, messieurs Mouma Gueye et Philippe Laliotte,
pour réfléchir sur les défis liés à la mise en œuvre des mandats d'arrêt au sein du système de la Cour pénale internationale. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que de Nuremberg à Tokyo, en passant par tous les tribunaux que nous connaissons, les tribunaux ad hoc et autres, les chambres spéciales et autres, notamment le TPIR et le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, nous pouvons dire à cet égard que la justice pénale s'est frayée doucement son chemin pour arriver à la CPI, qui, de par sa permanence et sa compétence, reste la forme la plus achevée de cette justice pénale internationale que nous connaissons aujourd'hui. Monsieur Marc Mengele, je vais aussi citer Saint-Exupéry. Je vais aussi citer Saint-Exupéry et dire tout simplement qu'ici, nous aussi, nous jouons notre partition et tel le marcheur de Saint-Exupéry, nous allons nous arrêter, voir le chemin parcouru, celui qu'il nous reste à parcourir, ménager la monture et prendre un nouveau départ pour ne pas dire un nouvel élan. En effet, rien n'est jamais définitivement acquis en matière des droits de l'homme appliqués à la justice pénale internationale. Notre rencontre, je ne saurais l'oublier, est particulière en ce sens que nous y mettons l'Afrique avec ses avancées, monsieur le ministre l'a dit tantôt, qu'il y a eu des avancées, avec aussi ses difficultés, avec ses défis en matière de justice pénale internationale au centre des débats. Nous allons mettre l'Afrique au centre des débats puisque c'est le nœud de notre rencontre ce matin. Nous y mettrons aussi le paradoxe de l'engouement de l'Afrique presque refroidi. Vous le disiez tantôt, monsieur le Président, Chikaya, un paradoxe quelque peu refroidi, alors qu'à ce jour, l'Afrique reste la région la plus attachée en termes numériques à la Cour pénale internationale. Oui, il y a eu des frissons, qui sont nés des malentendus entre la Cour pénale internationale et certains États africains. Et ces malentendus ont entraîné et voire précipité, pour quelqu'un qui voit la chose de loin, voire précipité l'adoption du protocole de Malabo. Même si ce protocole n'est pas encore en vigueur à ce jour, à ma connaissance. Et donc, nous ne pouvons pas nier l'évidence. Bref, le programme de travail sur cette question que j'ai ramassé de cette manière me semble très ambitieux au regard même des thématiques retenues et du temps imparti pour cela. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire et je me demande si nous aurons vraiment le temps de faire le tour des questions. Elle regroupe toute l'actualité de la Cour en relation avec l'Afrique. Pour le continent africain, il faut dire que nous sommes partis de 1986 avec l'adoption et l'entrée en vigueur de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de la création de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en 1987. Cette commission qui a pris une bonne partie de ma vie. Et en 1998, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a connu le jour pour compléter l'eau juridictionnelle de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour africaine de justice et des droits de l'homme, comme je le disais tout à l'heure, va certainement connaître le jour. Et à mon humble avis, son existence n'entamera pas la marche irréversible vers la sanction des grands crimes de notre temps et à terme vers une meilleure reconnaissance des droits des victimes. L'Afrique a déjà démontré qu'elle était capable de prendre en charge et de créer et d'animer son propre système de droits de l'homme. Elle ne devrait plus étonner lorsqu'elle décide de régionaliser la justice pénale internationale. Nous devons tout simplement tirer le meilleur parti de ce constat, du constat que nous faisons, du constat qu'elle nous offre, pour toujours mieux combler les attentes de nos populations. Ce qui importe pour les acteurs et les parties prenantes, me semble-t-il, c'est de mettre en place les mécanismes d'interaction, de coopération. Monsieur le ministre, vous l'avez dit tantôt, et c'est pour ça que je disais que je devrais me répéter autrement ce que vous aviez si bien dit. Donc, il nous revient de voir dans quelles circonstances nous devons mettre en place ces mécanismes d'interaction, de coopération et de complémentarité pour renforcer le mandat de chacune des institutions, en l'occurrence celui de la Cour pénale internationale.
C'est pourquoi je pense, au regard de tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai entrevu par rapport au programme, je trouve qu'il faut s'appesantir sur deux principes cardinaux. Le principe de la complémentarité et le principe de la coopération. Et donc, ces deux principes, tout en ayant ces deux principes, mais tout en ayant à l'idée à l'esprit que la réflexion doit être faite de façon globale et holistique. Ces deux principes bien appliqués me paraissent importants pour établir le pont entre la Cour pénale internationale et l'Afrique. Ceci au regard des développements institutionnels, normatifs, en lien avec la justice pénale internationale. Je m'explique. Sur le principe de la complémentarité, ce principe a été rappelé au paragraphe 10 du préambule du statut de Rome et à l'article 1er de ce statut. Celui de la coopération entre les États partis et la Cour pénale internationale, quant à lui, est prévu au paragraphe 4 du préambule et au chapitre 9, y compris toutes les dispositions contenues dans ce chapitre 9-là. Et donc, parlant du principe de la complémentarité, je voudrais me prolonger dans un passé africain pas si lointain, en jetant un regard rétrospectif sur le droit international des droits de l'homme, pour dire que lorsqu'il a paru important de renforcer les systèmes de promotion et de protection des droits de l'homme, desquels découle le droit international pénal, l'Afrique a suscité de nombreuses interrogations quant à sa capacité à mettre en place des mécanismes de mise en œuvre de ces tests. La mise en œuvre de la responsabilité des États dans le cadre des violations des droits de l'homme et de celle du pacte social a été un enjeu de taille, mais elle a été une réalité. Celle des personnes physiques et des grands criminels de notre temps devrait être encore à sa jeunesse, et je ne risquerai pas d'aller dans les méandres historiques de ce principe, celui de la complémentarité. Je voudrais juste poser le problème de son adaptation au plan local en corrélation avec les moyens donnés aux États en vue de leur permettre d'appliquer à bon escient l'article 17 du statut de Rome. Mais alors, quel bilan pourrions-nous faire en Afrique de l'application judicieuse, exempte de manipulation et d'instrumentalisation de ce principe de la complémentarité? Avons-nous une idée du nombre de lois d'adaptation adoptées par les États africains, en l'occurrence? On devrait déjà voir dans l'arsenal juridique interne de nos pays, ne serait-ce que les États partis au statut de Rome, la transposition de toute la procédure afférente à la Cour pénale internationale et la transposition du contenu du statut de Rome. Pour mémoire, je ne peux retenir que le modèle de l'Ouganda dans l'affaire Kouelo, qui fait son petit bonhomme de chemin. Les acteurs ne se sont-ils pas bien souvent trompés de combat, sachant que la responsabilité première des États est de poursuivre les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime d'agression qui vient d'être activé. Madame le professeur Delmas Mati, connu de bon nombre de personnes ici, dans une de ses interventions sur la complémentarité verticale ou horizontale, a proposé à juste titre et à cet égard que nous devions aller au-delà de la complémentarité de droit et imaginer des solutions de rechange les plus idoines. Sur la question de la coopération, quel bilan pourrons-nous faire de l'état de la coopération prescrite dans plusieurs dispositions du statut de Rome? Plus précisément, au terme de l'article 86 du statut de Rome, les États partis ont l'obligation générale de coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et les poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence. Les dispositions qui ont suivi l'article 86 montrent quels sont les paramètres de cette coopération. Au regard du travail abattu par la Cour pénale internationale à travers les cas qu'elle a examinés, on pourrait conclure, sans risque de se tromper, que cette prescription reste l'une des plus difficiles à exécuter en raison, à n'en point douter, du fait que non seulement le droit international pénal, un emprunt du droit international, est fortement marqué par des procédures propres au système juridique international, mais surtout parce que les États éprouvent une grande difficulté à transférer leur droit de punir à une juridiction pénale internationale. Les présents travaux, qui j'en suis convaincu seront meublés par des échanges très fructueux
et qui finiront par des résultats forts et engagés, vont se pencher, à la lumière du programme que j'ai parcouru, sur le dilemme de l'Afrique quant à sa volonté à rester dans l'arène de la justice pénale internationale et sa tendance au rejet de celle-ci. Les travaux se pencheront entre autres sur la place de l'Afrique dans les méandres de la justice pénale internationale dans toutes ses composantes, fonctions administratives et judiciaires des organes de la Cour pénale internationale, les mécanismes de poursuite, les mécanismes liés aux droits de la défense et ceux des victimes. En effet, d'autres l'ont dit avant moi, et je voudrais à cet égard paraphraser mon bien-aimé collègue, le juge Jean-Marc Perrin de Brichambault, qui, parlant du bilan de la Cour pénale internationale 20 ans après sa création, a dit, entre autres, mais à juste titre, que le statut de Rome a pris progressivement sa place dans les ordres juridiques nationaux et que la question liée aux conditions d'exercice de la compétence de la Cour pénale internationale reste d'actualité. J'ajouterai à cela que toutes ces questions ne peuvent trouver une réponse adéquate, permettant une excellente pratique de la justice pénale internationale que par l'application de ces deux principes en amont et en aval de toute procédure devant la Cour pénale internationale et même à titre préventif. À cet égard, les exemples de la Guinée, de la République centrafricaine nous en disent long. Oui, cela doit se faire dans les États partis et avec eux, mais à l'aune de la création des cours et tribunaux régionaux et sous-régionaux, ce qui suppose des politiques et des programmes, des actions conjointes, des rapports de coopération au plan judiciaire. Notamment, à cet égard, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ont tiré le meilleur parti de l'application judicieuse et même audacieuse de l'article 2 du protocole portant création de la Cour africaine pour mettre en place un système de complémentarité qui devrait servir d'exemple même au plan international. À cet égard, je puis dire, sans fausse modestie, que l'Afrique a quelque chose à partager avec les autres. Par ailleurs, la visite de travail organisée par la Cour africaine au siège de la Cour pénale internationale en juin de cette année me paraît utile à noter et augure déjà des prémices de la mise en œuvre de cette complémentarité et de la coopération interorganique tant souhaitée. Je dirais pour conclure que j'apprécie fortement la qualité des intervenants, et cela venait d'être dit, qui, au regard de mes questionnements, me semblent être les mieux qualifiés pour répondre à ces quelques préoccupations que je venais d'exprimer rapidement. J'ai aussi conscience qu'ils partageront avec moi les expériences et les bonnes pratiques que j'ai évoquées rapidement, tantôt, et la CPI, avec elle, nos juridictions pénales régionales restent un patrimoine commun, et c'est ensemble que nous devons relever les défis liés à la réussite de leurs missions respectives. Comme j'aime à le dire, la Cour pénale internationale n'a pas pour mission de rechercher des cas pour survivre. Elle supplée et n'interviendra qu'en cas d'inaction de la part des parties prenantes. Travaillons donc à cet idéal de justice et des droits de l'homme, tout en ayant à cœur l'immense rôle que les acteurs de la société civile peuvent jouer pour aider à anoblir la perception de notre justice pénale internationale, notamment pour les victimes. Je constate, Monsieur le Président, que je ferme la liste des propos liminaires et je voudrais donc, à cet égard, féliciter les organisateurs de ce colloque et souhaiter plein succès à nos travaux. Merci.